la voiture de Kenan roulait à pleine allure sur les autoroutes. Une fois arrivés en haut de la falaise, ils se posèrent sur le côté, la voiture garée. Ils rentrèrent à l'intérieur tous les deux et désarmèrent la voiture. Ils prirent alors les bagages, tous les deux. Tous les deux avaient une bagage noire, une valise. On voyait les roues de la valise rouler sur le sol était froid et humide, il pleuvait ce soir-là. Ils venaient à peine d'arriver tout en haut, qu'ils étaient déjà dans leur chambre. Ils étaient déjà dans leur chambre et ils venaient à peine d'arriver tout en haut. La voiture, sur le côté, désarmée auprès d'un arbre, était là, et regardait la pluie tomber. Elle regardait la pluie tomber, et elle était là, seule. La voiture de Kenan, la CHR grise, restèrent toutes seules un long moment avant qu'ils ne reviennent chercher leurs affaires dedans. À l'intérieur, il y avait un livre noir et un crayon. Plusieurs autres valises qui n'avaient pas été prises. Ils restèrent alors à l'intérieur de l'hôtel pendant longtemps. Certains jours, certaines heures passèrent avant de revenir à la voiture. Certains jours passèrent avant de revenir à la voiture, mais ils restèrent là un long moment. Plus tard dans la nuit, il vit alors une personne debout devant la voiture. Ils se demandèrent pendant un instant qui était cette personne, et ensuite quittèrent la fenêtre. Kenan regardèrent alors Sean assis sur le lit. Sean assis sur le lit qui ne disait plus rien et qui pensait à la voiture. Kenan lui dit alors de ces mots « Je me sens sale, dégoûtant, crade. Je vais prendre une douche. » Ils se dirigèrent vers la douche et alluma l'eau. Quand Sean entendit l'eau couler, Kenan se dirigea vers lui. À l'extérieur de la douche, ils se dirigèrent vers lui. Posé par terre et assis sur le sol, il se releva tout de suite. Il prit ses affaires devant le lit, repartit se doucher. Un long moment passèrent, un long moment. Seul, assis sur le lit, un long moment passèrent, et Sean n'entendirent que le bruit de la douche qui tombait, et seulement Kenan, qui était sous la douche en train de se laver. Ils restèrent là, et quand Kenan revint, il était en boxeur. Il était en boxer noir quand il revint. Ils se présentèrent devant lui, et prit alors son jeans. Il prit alors son jeans, son t-shirt noir et ses outfits. Il prit alors son outfit noir, son jeans et ses baskets. Quand il prit ses baskets noires, il s'était habillé dans la salle de bain, se regardant sur le miroir, en s'appuyant légèrement contre l'évier. En s'appuyant légèrement contre l'évier, ils se regardèrent un instant, se retournèrent vers Sean, qui n'avait toujours rien dit, et qui regardait le carnet de Kenan. À cet instant-là, il ouvrit le carnet de Kenan et regardait ses croquis. Lui qui dessinait déjà depuis longtemps, Kenan, était en train de dessiner, tous les jours, assis sur sa planche, au milieu du courant. Au milieu du courant, assis sur sa planche, tous les jours, il faisait des petits croquis de ce qu'il imaginait. Il imaginait des collections qu'il avait inventées lui-même, de plusieurs combinaisons, des combinaisons étanches pour le surf. Il regardait alors ses dessins, et Kenan, en boxer noir, est arrivé, prenant son jeans à la main et le mettant sous son bras. Ils passèrent devant lui et prit alors ses chaussures. Il revint à l'intérieur de la salle de bain et se regardait dans le miroir. Ils commencèrent à mettre du déodorant, se posèrent par terre, et Sean était arrivé à côté de lui. Posé par terre, contre l'évier, posé par terre. Kenan, en jeans noir, torse nu, avec son t-shirt à la main, qu'il serrait tellement fort. Avec son t-shirt à la main, son t-shirt noir qu'il serrait tellement fort, il était assis par terre, contre l'évier, torse nu, avec un jeans noir. Sean vient à côté de lui, et se posèrent alors en combinaison de surf, ils se posèrent à côté de lui. Il lui parlait de demain, de ce qu'ils allaient faire, quand ils allaient aller voir les vagues, et quand ils allaient aller surfer sur la plage. Ils imaginaient déjà leurs planches de surf. Ils imaginaient déjà leurs planches de surf sur la plage, sur le sable chaud et brûlant, sur lequel ils ne seraient même pas marchés une minute.
Il ouvrit alors le livre de Kenan, et Sean dit à Kenan en le regardant dans la salle de bain. L'eau était toujours en train de couler. Et Sean dit alors à Kenan en le regardant dans la salle de bain, par terre, assis à côté de lui, que ses croquis, que ses dessins et que sa collection étaient géniales. À ce moment-là, Kenan se tourna vers la fenêtre. Quand il se tourna vers la fenêtre, il se lève, enfila son jeans, mit son t-shirt et se posa une seule question. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» lui dit-il. Sean répondit. « Qu'est-ce que j'en pense ?» D'un air ébahi, les yeux grands écarquillés, il le regarda et lui dit « Mais qu'est-ce que j'en pense ?» Il lui dit alors que c'était phénoménal. Il repartit à l'intérieur de la pièce, se posa sur le lit, et Kenan fit alors une tête d'enterrement. Il fit une tête d'enterrement, une tête triste, dépourvue de sentiments. Ils se posèrent sur le lit, et Sean vient à côté de lui, et lui demanda « Pourquoi cette tête ?» Kenan avait déjà envoyé plusieurs croquis, plusieurs dessins qu'il avait faits. Il avait déjà envoyé plusieurs dessins et plusieurs croquis qu'il avait faits lui-même, les premiers qu'il avait imaginés. Et il avait dit que l'agence qui aurait pu mettre en marche tous ces croquis, comme devenant une star pour pouvoir faire de lui un styliste renommé. Cette personne avait tout foutu en l'air. Il pensait alors à chaque fois qu'il faisait un dessin, il pensait à cette personne qui avait tout foutu en l'air, faisant de lui une star mondiale et internationale, un styliste renommé qui dessinerait toute la journée des combinaisons de surf. Sean regardait vers le haut et regarda alors Kenan appuyé contre la vitre, qui regardait sa CHR grise à l'extérieur, posée contre l'arbre, et il lui dit alors ces mots « Mais elles sont géniales, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas aimé. » À cet instant-là, Kenan se retourna vers lui, et Sean lui dit alors « Merci », et il partit de la chambre. Assis par terre, Sean voyait très bien et très exactement l'émotion détruite dans les yeux de Kenan. Il voyait très exactement son émotion détruite dans ses yeux, et il regardait attentivement. Il s'est posé devant lui, par terre, sur le sol, et devant lui sur le sol, ils se posèrent lentement, et s'est assis contre le mur. Quand il s'est assis contre le mur, il a pris quelque chose, un emballage en carton, entouré d'un emballage noir. Il avait pris ce cadeau, un cadeau emballé en noir, dans une boîte en carton. Il l'avait posé devant lui sans rien dire, et s'était posé devant Kenan. Kenan avait rapporté le cadeau près de lui. Quand Kenan a rapporté le cadeau près de lui, il l'a pris. Il l'a pris dans ses mains, mais son regard était toujours dévasté. Toujours aussi horrifié par ce que lui avait dit cette femme, il avait pris le cadeau. Ensuite, je suis venu me poser à côté de toi. Quand je suis venu me poser à côté de toi, tu étais toujours aussi horrifié par ce que cette femme t'avait dit. Tu m'as regardé un instant, tu as souri. Tu n'as pas souri très longtemps, mais tu m'as souri. Je me suis reculé un peu plus et j'ai attendu que tu ouvres le paquet. Quand tu l'as ouvert, tu as vu un livre. Il était à l'envers. J'ai fait exprès de le poser à l'envers. Je t'ai regardé et je t'ai dit retourne-le. Tu l'as retourné. Tu m'as regardé et quand tu as aperçu le titre, là tu as souri. J'ai vu que tu souriais et que tu avais pratiquement tout oublié. Tu as vu que c'était un livre, Les 1001 freestyle au surf. Quand tu as vu que ce livre c'était Les 1001 freestyle au surf, tu m'as regardé et tu m'as demandé pourquoi. Je t'ai regardé et avant, je t'ai regardé aussi. Tu étais détruit, dévasté. Tu n'en pouvais plus d'avoir encore cette femme en tête. Cette femme qui t'avait dit que tous tes dessins étaient horribles. Tu n'en pouvais plus de la voir en tête. Tu n'en pouvais plus d'avoir tout ce qu'elle te disait. Tu me disais souvent que ces mots te hantaient, que ces phrases, c'était comme des cauchemars. Quand tu dormais la nuit, tu ne rêvais que d'elle, parce qu'elle t'avait rembarré. Elle t'avait remballé de chez elle. Vraiment comme quelqu'un qui aurait pu être un as de pique. Cette personne était un as de pique, voire peut-être une carte noire. Alors je t'ai regardé attentivement longtemps, sans que tu ne m'aperçoives, et ce soir-là, je suis sorti.
Je suis sorti ce soir-là, j'ai allumé une cigarette, je me suis mis par terre. J'ai trouvé une carte, un as de pique. Je l'ai pris dans le paquet de jeux. Dans le paquet de jeux, j'ai pris cette carte, cet as de pique, et je l'ai peint en noir. Je l'ai peint en noir et j'ai regardé cette femme, dans mes rêves, dans mes pensées, à l'intérieur de moi. J'ai regardé cette femme, j'ai pu l'imaginer, comment elle était habillée, comment était son jeans, comment étaient ses vêtements. Je l'ai imaginée avec un très grand bustier gris et avec un long jeans noir. J'ai imaginé des chaussures à talons aiguilles blanches. Je l'ai imaginé te regarder et te dire que tes dessins n'étaient pas assez friands. Ensuite, je l'ai imaginé te regarder partir sans aucun scrupule, sans aucune émotion dans les yeux. Et toi qui partais avec tes dessins en main, avec un rêve et avec des espoirs, je me suis posé à côté de toi, et cette carte, cet as de pique que maintenant j'avais peint en noir, cette femme, je te promettrai désormais, à l'heure et à l'instant, ce soir à 23 heures, qu'elle n'existerait plus. Je t'ai donc offert ce livre. Quand tu m'as regardé, je t'ai offert ce livre. Tu l'as regardé, toi, et tu m'as souri. Tu as passé ta main au-dessus de mes épaules, et tu m'as rapproché un peu plus contre toi. Tu m'as remercié. Tu m'as soufflé un mot dans l'oreille et tu m'as remercié. Tu t'es levé et tu as déscratché le scratch qui était autour de ta jambe. Le scratch qui avait autour de ta jambe, tu l'as déscratché, tu l'as enlevé, et tu l'as posé par terre délicatement comme le livre. Comme le livre, tu as déscratché ta jambe, ton tibia, et tu as pris ta planche. Tu as pris ta planche et tu as commencé à la frotter. J'ai vu que tu étais parti. Tu es parti en me regardant une dernière fois, tu as fermé la porte derrière toi. Tu étais parti avec le scratch à la jambe que tu avais raccroché à ton tibia, et tu étais parti à l'intérieur de la chambre. Je t'ai demandé sur le lit ce que tu faisais à l'intérieur de la chambre. Tu as enlevé ta combinaison de surf, tu l'as rincée à l'intérieur de la chambre. Je t'ai demandé une nouvelle fois ce que tu faisais dans la salle de bain quand tu as ouvert la porte. Tu as fermé la porte et tu ne m'as dit rien, que tu ne faisais rien. Je me suis mis contre la porte, par terre, contre la porte de la salle de bain. J'ai attendu un long moment, un instant, et j'ai entendu que tu rinçais ta combinaison et que tu rinçais ta planche. Je suis retourné sur le lit, quand tu es revenu, tu m'as remercié. Tu as laissé ta planche baignée dans de l'eau salée dans la baignoire à l'intérieur de la salle de bain. À l'intérieur de la salle de bain, toute la nuit, tu as laissé ta planche baignée dans de l'eau salée pour qu'elle puisse être désinfectée et lavée pour demain. Nous sommes allés voir les terrains des sites rocheux. J'ai vu un petit sentier sur le côté. J'ai vu un petit sentier sur le côté quand nous sommes allés voir les sites des terrains rocheux. Je t'ai laissé passer devant, et tu as d'abord regardé l'horizon. Tu t'es arrêté un instant, et tu m'as poussé un peu vers l'arrière. J'ai regardé le vide, et je t'ai dit, en m'exclamant, « Mais tu es malade ?» Je t'ai regardé, et après avoir regardé le vide, tu m'as tenu par le bras. Tu m'as tenu par le bras tout le long du voyage du site rocheux, et nous sommes restés là longtemps. Nous sommes restés là longtemps à marcher, au bord du site rocheux. J'ai regardé, juste en dessous, quand j'ai regardé, il y avait le vide, un vide total, dans lequel il n'y avait plus que l'eau. Il n'y avait plus que l'eau profonde, une eau profonde et misérable. Tu as continué à marcher, et tu regardais l'horizon comme si c'était un point vide que nous devions fixer. Comme si c'était un point vide que nous devions fixer, tu regardais l'horizon et tu marchais. De temps en temps, on s'arrêtait, et moi qui continuais à marcher, en fixant ce même point, tu me poussais vers l'arrière. À cet instant-là, j'étais toujours saisi, peu importe le moment, peu importe l'heure à laquelle tu m'avais poussé en arrière. Heureusement, tu ne me poussais pas trop fort, mais je continuais à marcher avec toi, sur les terrains rocheux. Une fois arrivé tout en haut, on a regardé la mer. La mer s'étendait à des horizons, tandis que la plage, elle, restait là, juste au bord. Juste au bord des rivages, la plage restait là. La mer s'étendait à des horizons. Des horizons plus loin, il n'y avait qu'un vaste étang de mer de différentes couleurs. Et ce vaste étang de mer de différentes couleurs,
une mer un peu plus claire juste au bord de la rive, une mer un peu plus sombre, et une mer beaucoup plus noire qui s'étendait très loin, là où on pouvait voir les bateaux. Tu m'avais pris la main à cet instant-là, tu t'étais arrêté au bord, et on pouvait voir tout au fond la mer qui devenait presque noire, la mer qui devenait bleue, bleu foncé, bleu fantôme, la mer qui était complètement noire, qui s'étendait dans l'horizon. Et juste devant, sur la rive proche des vagues, on pouvait apercevoir une mer, une toute petite mer, qui elle était bleu ciel de la même couleur que le ciel azur. Au-dessus, quelques mètres plus loin, il y avait une mer bleu marine, un peu plus foncée. Tu m'as dit regarde ça. J'ai regardé les différentes couleurs qu'il y avait dans la mer. Tu m'as regardé et tu t'es assis par terre. Tu t'es assis par terre, tu m'as regardé et tu m'as dit, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être, ces différentes couleurs? Je t'ai dit que je n'en avais aucune idée. J'étais en train de fixer un point au beau milieu de la mer noire. Au beau milieu de la mer d'une couleur noire intense, j'étais en train de fixer un point. Je l'avais repéré et j'étais en train de le regarder. Kenan, tu t'es tourné vers moi et tu m'as demandé qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je t'ai dit que je regardais la mer très profonde. La mer très profonde, je la regardais. Cette mer presque inatteignable, je la regardais moi en fixant un point. Tu m'as regardé moi ensuite. Ensuite, Kenan, tu m'as regardé moi. Et là, je t'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu m'as dit que tu regardais le bord du rivage. Le bord du rivage qui était presque clair. Le bord du rivage, celui qui était presque clair, qui était presque transparent. On aurait dit que l'eau était presque transparente, translucide. Et cette eau translucide, tu la regardais comme si c'était la couleur du ciel. Je t'ai regardé, j'ai mis ma main sur la tienne, et j'ai dit que cette couleur, c'était la couleur du ciel. Que l'eau qu'il y avait au bord du rivage était de la même couleur que le ciel, aussi bleue, aussi claire et transparente que le ciel lui-même. Et pourtant, quand on met les pieds dans l'eau, et qu'on commence à surfer sur cette vague, la couleur se voit être transparente. La couleur se voit être transparente pourtant quand on se met à surfer sur les vagues, alors que de loin elle paraît plus bleue qu'elle ne l'est. Je t'ai regardé, et Kenan, toi tu m'as regardé en regardant les bas-fonds. Tu m'as regardé en regardant les bas-fonds, et finalement tous les deux on a échangé les mers qu'on regardait. Je regardais la mer sombre, et toi Kenan, tu regardais la mer claire. À cet instant-là, tu as regardé la mer sombre, Kenan, et tu étais impressionné par l'obscurité qu'il y avait tout autour. Moi, j'ai regardé la mer claire au bord de la rive, et j'étais impressionné par le mouvement des vagues. J'étais impressionné par la couleur claire qu'elle avait. C'était le matin. C'était le matin alors que la lumière s'amincissait de plus en plus. Elle commençait même à disparaître. Elle commençait même à disparaître alors que la lumière s'amincissait de plus en plus et devenait de plus en plus jaune. Quand je me suis levé, la lumière était un peu blanche, éclairait mon visage, mais sans plus. Mais sans plus, elle éclairait mon visage et elle éclairait le tien. Le matin, quand je me suis levé, j'ai commencé à marcher jusqu'à la fenêtre. Posant ma main légèrement sur la fenêtre, j'ai pu sentir le mouvement des vagues faire vibrer la maison. Quand j'ai posé ma main sur la vitre, j'ai pu sentir le mouvement des vagues faisant vibrer très lentement la maison. Et je me suis retourné vers toi. La lumière s'était amincie tellement que je pouvais te voir. Je pouvais te voir avec une lumière jaune vive qui était contre toi, contre ton visage. Je me suis assis à côté de toi de mon plein gré, je t'ai regardé, déposant une caresse sur ton regard. Déposant une caresse sur ton regard, tel un mirage, je me pose à côté de toi, et tu ne te lèves pas. Je sens que tu as senti le mouvement de ma main contre ton visage. Tel un simple regard, tel un mirage, tu t'es retourné de l'autre côté. La lumière s'amincit et finit par disparaître. Quand la lumière s'amincit et finit par disparaître, tu te lèves. Tu te lèves et tu me regardes, me demandant ce que je fais là. Je souris et je te regarde, et je regarde les roches. Je regarde les roches noires de l'autre côté.
Tu me poses une question et un instant pour que je réponde. Un instant pour que je réponde quand tu me poses une question. Tu me demandes qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pose alors une carte à côté de toi, un stylo rouge, un stylo noir, un stylo bleu, vert. Et tu me regardes. Tu regardes le stylo vert, bleu et le stylo noir. Tu regardes les roches un instant par la fenêtre pour que tu te rendes compte qu'on doit aller prendre des notes sur la géologie. On doit aller prendre des notes sur la géologie. Tu me regardes et tu me demandes comment est-ce qu'on va faire. Je compte bien y répondre avec toi. Alors, à cet instant-là, tu te lèves et prends le stylo noir. Je vois que tu fais une croix à un endroit où se trouvent les roches. Tu fais une croix à un endroit où se trouvent les roches, et tu fais une croix à un autre endroit où se trouvent d'autres roches. Il y a une petite île pas loin sur l'océan. Je vois que tu as fait une croix dessus. Tu l'as entourée en rouge, reliant cette croix entourée en rouge et les deux autres croix qui soulignent les roches. Tu fais alors un triangle en vert et tu regardes. Attentivement, tu regardes. Tu regardes le schéma que tu as fait. Tu regardes le schéma que tu as fait attentivement. Les 4 petites croix, la petite croix qui est dessus, la deuxième, la troisième et la petite croix qui est entourée, disant que c'est une petite île sur le côté. Tu regardes les roches noires à l'extérieur, tu te poses contre moi et tu me murmures à l'oreille comment est-ce qu'on va faire. À cet instant-là, je me tourne vers le jet ski. Je me tourne vers le jet ski et je te dis non, pas question. Tu me regardes et tu me dis allez quoi avec un sourire. Avec un sourire, tu me dis allez quoi pour le fun seulement. Je te regarde et je te dis non, pas question, enfilant mon jeans et un t-shirt blanc. Enfilant mon jeans et un t-shirt blanc, mettant du déodorant, me lavant les dents, à l'intérieur de la salle de bain, je m'enferme. Je ne te regarde plus, te parle plus, jusqu'à ce que tu aies décidé autrement qu'on y aille. Tu me regardes, tu rentres à l'intérieur, et tu me dis, tu veux qu'on fasse comment? En enfilant ton t-shirt. En enfilant ton t-shirt et en mettant ton jeans, tu me regardes. En mettant tes baskets blanches, tu me dis, tu veux qu'on fasse comment? Comment est-ce que tu veux qu'on fasse autrement? À cet instant-là, je te dis, peut-être qu'on pourrait y aller en surfant. En surfant, tu me dis. À cet instant-là, je regarde les roches et je dis, beaucoup trop loin. Elles sont beaucoup trop loin. Tu me regardes et tu fais, non, pas en surfant. En surfant, on pourrait y aller en surfant sur nos planches de surf, mais seulement à la nage. Tu me regardes et tu me dis en prétendant qu'il n'y aurait pas de vagues ce jour-là. Je regarde dehors et je voyais déjà des vagues. Je souris un instant, tu te tournes vers la mer et tu aperçois les vagues comme moi. À cet instant-là, je comprends que tu as compris toi aussi, que nous pourrions y aller en surfant. Tu as compris alors qu'on pourrait y aller en surfant, et on y va comme ça. Tu marches jusqu'à la plage et tu me dis prends ta planche de surf. Je plonge à l'eau, je prends ma planche de surf, je m'allonge dessus, je prends ma planche de surf, et je commence alors à nager en crawl, allongé sur la planche. Une fois arrivés, nous calculons la géologie avec les cartes qu'on avait prises. Aujourd'hui, tu étais très enthousiaste. Même si je sais que tu étais enthousiaste à l'idée de pouvoir jouer avec le drone, je sais aussi que ce n'est pas un jouet. Je sais que ce n'est pas un jouet et que tu étais enthousiaste à l'idée de jouer avec le drone. On était parti, on avait pris la GLC. On venait de prendre ma voiture. La voiture roulait sur l'autoroute, sur les routes. Sur les routes rocheuses, elle roulait. On venait de prendre la GLC grise. Moi, j'étais au volant, toi tu regardais les routes rocheuses, tu regardais surtout les roches noires qu'il y avait partout qui nous entouraient. Tu regardais ces roches noires, les montagnes, les falaises creuses qu'il y avait partout autour de nous. Elles nous entouraient et elles jonchaient le bord des routes. Un moment, nous sommes passés dans une petite route sinueuse, et juste au bord, ce n'étaient plus les roches, ce n'étaient plus les falaises creuses qui venaient d'être creusées. Non, ce n'était plus ça. Ce n'étaient plus les falaises creuses qui venaient d'être creusées. Tu regardais la route sinueuse et tu regardais par la fenêtre.
les mains appuyées sur la fenêtre de la voiture, sur la fenêtre de la GLC grise au bord des routes, tes mains appuyées à l'intérieur contre la vitre. Tu regardais. Au bord de la route sinueuse, ce n'était que le vide, le néant. Il n'y avait rien. Et pourtant, toi, tu étais le seul. Tu étais avec moi le seul dans la voiture. Avec moi, tu étais le seul dans la voiture à me dire que tu entendais le bruit de vagues. Dans la voiture, on était deux, et tu étais le seul à me dire que tu entendais le bruit des vagues. Alors je t'ai regardé, j'ai souri, et j'ai continué à rouler. J'avais entendu ta réponse, mais je t'ai pas répondu. Je ne t'ai pas répondu, j'avais entendu ta réponse et ta question. Alors, après quelques instants de réflexion, je t'ai répondu que peut-être il y avait peut-être un courant d'eau en bas. Tu as essayé de regarder un peu plus, je t'ai dit qu'il y avait peut-être un courant d'eau en bas, il y avait peut-être de l'eau qui coulait, peut-être une rivière, peut-être un fleuve qui se dirigeait tout droit vers les montagnes. Tu m'as regardé et tu m'as dit que peut-être ce fleuve se dirigeait tout droit vers les montagnes pour ensuite se déverser dans la mer. J'ai haussé les épaules et je t'ai regardé. J'ai esquissé un sourire à droite et tu m'as vu. Tu as esquissé un sourire à gauche et tu m'as regardé. Et tu m'as dit pourquoi on n'a toujours pas repéré ce fleuve, ou alors encore, c'est les rivières qui se laissent dans l'océan, qui se laissent aller dans l'océan. Je t'ai regardé, esquissant un petit regard furtif vers toi. À cet instant-là, tu m'as vu et tu m'as dit que cet endroit avait un nom. C'était un endroit dans les roches, dans les falaises creuses, où la route devenait sinueuse, petite, et dans laquelle il y avait un vide profond. Tu me racontais alors qu'on devait trouver comment s'appelle cet endroit, parce qu'il t'intéressait. Il t'intéressait, on devait trouver comment s'appelle cet endroit, comment s'appelle cette rivière, comment s'appelle ce fleuve, et est-ce qu'il se dirige vers les montagnes, est-ce qu'il se déverse dans la mer. Tu voulais savoir comment il s'appelait tout de suite. Tout de suite, tu voulais savoir comment il s'appelait, alors tu as pris ton GSM et tu as commencé à chercher. Tu as pris ton GSM, tu as commencé à chercher les noms des fleuves, des différents fleuves, et tu as regardé, attentivement. Attentivement, tu étais sur ton GSM et je te voyais regarder le nom des fleuves, je te voyais regarder les noms des rivières. Et à cet instant-là, j'ai vu que tu avais trouvé quelque chose parce que je savais que ton regard changeait. Ton regard changeait quand tu trouvais quelque chose, tu te mettais tout de suite à arrêter de swiper sur ton GSM. Tu arrêtais de swiper sur ton GSM, tu retirais ton doigt délicatement et tu posais ta main sur ta cuisse. Tu étais dans la voiture et tu avais sur tes genoux. Sur tes genoux, tu avais ton GSM que tu venais d'éteindre et de ranger dans ta poche. Sur ton jeans noir, tu portais ta combinaison, tu avais une bouteille d'oxygène à tes pieds et tu avais le drone sous-marin, tu l'avais sur tes jets. Tu avais le drone sous-marin sur tes pieds, et à bord de tes pieds, tu avais la télécommande. Je t'ai demandé alors d'inverser, et tu m'as dit, inverser les rôles, pourquoi? Je t'ai regardé, j'ai esquissé un sourire et j'ai dit non, pas inverser les rôles, je ne pourrais pas conduire avec le drone sur les genoux. Je t'ai dit alors, inverser, prends le drone, mets-le par terre, prends la manette et mets-la sur tes genoux. Tu as esquissé un sourire, tu m'as regardé, et tu m'as dit, un instant tu as hésité. Je t'ai regardé et j'ai dit, oui, un instant j'ai hésité à dire mets-le sur mes genoux. Tu as de nouveau esquissé un sourire et tu as inversé les rôles comme je l'avais dit. Comme je l'avais dit, tu as inversé les rôles. Tu as pris la manette et tu l'as mis sur tes genoux. Tu as alors mis le drone par terre, reprenant ta combinaison sur toi. Ce matin-là, tu étais tout excité. Tu étais tout excité ce matin-là, je t'ai demandé pourquoi et je t'ai regardé. Tu m'as dit « mais enfin, mais enfin ». Plusieurs fois tu m'as dit « mais enfin ». Et je t'ai regardé et je t'ai dit « s'il te plaît, sois plus explicite ». Quand je t'ai demandé « sois plus explicite, s'il te plaît », tu m'as regardé et tu m'as dit « mais enfin, regarde la date ». Je me suis alors retourné. Quand je me suis retourné, j'ai regardé la date. Je ne savais pas. J'avais oublié. Je ne savais plus.
Alors là, tu m'as regardé avec un grand sourire et j'ai vu tes yeux s'illuminer. Quand j'ai vu tes yeux s'illuminer, tu as été beaucoup plus explicite. Tu as commencé à articuler, comme si tu parlais devant 1 million de personnes. Tu as articulé comme si tu parlais devant 1 million de personnes. Et je t'ai vu, les yeux éclairés, les yeux illuminés. À cet instant-là, j'ai su. J'ai su que tu partais voir cette femme à la longue robe blanche. Tu partais voir cette femme à la longue robe blanche qui avait peut-être trouvé une place pour toi, pour tes créations que tu dessinais depuis longtemps. Toutes ces créations que tu dessinais depuis longtemps, ces combinaisons de sport, ces combinaisons de surf que tu dessinais. Tu partais les montrer à une femme en blanc, munie d'une belle robe blanche. Une belle robe blanche, une combinaison blanche avec des froufrous aux mains. Une combinaison blanche, une robe blanche gigantesque, avec une traîne derrière elle, avec de la fourrure blanche en bas, avec de la fourrure blanche sur le col en V, un col cheminé plongeant, qu'elle avait tout le long de sa silhouette, des froufrous aux mains le long de ses manches en tissu blanc. Cette femme avait peut-être trouvé une solution pour toi, pour tes dessins de combinaisons de surf que tu faisais tous les jours à la plage, sur ta planche de surf, avec ta combinaison. Avec ta combinaison de surf, tu faisais tous les jours les mêmes dessins, sur ta planche à toi. Tu étais posé là, à contre-courant. À contre-courant, tu étais posé là, et tu sentais le mouvement des vagues qui te faisait tanguer de gauche à droite. Mais peu importe, tu posais ton cahier, tu avais ton feutre, ton stylo, ton stif et ton marqueur noir. Et tous les jours, le mouvement des vagues te faisait tanguer. Tu laissais passer tes jambes, tu laissais pendre tes jambes dans l'eau, d'un côté, à gauche et à droite. Et tu dessinais, dans le mouvement des vagues. Tu étais assis sur ta planche et tu dessinais dans le mouvement des vagues, avec tes mains appuyées sur ta planche. Tes mains appuyées sur ta planche et tes jambes qui tombaient dans l'eau, que tu laissais pendre à gauche et à droite. Le mouvement des vagues qui te faisait tanguer. Et toi, peu importe, tu dessinais. Tu étais là dans l'eau et tu attendais. Ce jour-là, cette femme t'a attendu, assise dans le sable, avec sa grande robe blanche. Avec sa grande robe blanche à froufrou aux mains. Avec sa grande robe blanche, avec des belles coutures blanches au niveau du col cheminé. Un col en V plongeant. Un col cheminé autour duquel même les coutures blanches qui étaient les plus intactes, même les coutures blanches qui étaient les plus mal faites sur cette robe, étaient recouvertes d'une fourrure blanche. Elle-même te regardait de loin, avec un dossier en main, qui contenait tous tes dessins. Le dossier en main qui contenait tous tes dessins, c'était tous ceux que tu lui avais donnés, tous les jours où tu partais. Tu partais lui donner un dessin. Elle le regardait nuit et jour et nuit. Elle le regardait pendant 2 jours, 3 jours d'affilée, parfois plus longtemps, peut-être parfois une semaine. Ensuite, elle t'en parlait, et toi tu restais devant elle, assis sur une chaise, et tu attendais qu'elle te juge et qu'elle juge ton dessin en retour. Tu n'attendais rien en retour, tout ce que tu attendais, c'est qu'elle juge ton dessin, qu'elle te juge en retour, et que peut-être un jour, elle puisse avoir envie de te dire que tous tes dessins étaient magnifiques. Et toi, tu étais là, assis sur cette chaise, et chaque jour, chaque nuit, chaque soir, chaque matin, tu partais avec ta planche, et tu dessinais. Je me rappelle du premier jour où on l'avait essayé. Je me rappellerai toujours de ce premier jour où on l'avait essayé. C'était toi qui avais choisi le nom. Quand on était rentré dans le magasin, le propriétaire du magasin, celui qui nous a vendu le drone, nous avait dit qu'il fallait trouver un nom. Il nous a regardés attentivement et il nous a dit que le nom, ça pouvait être des chiffres, ça pouvait être le nom de quelque chose.
Ça pouvait être des lettres, ça pouvait être un chiffre et des lettres. Et je t'ai regardé toi, comme si c'était toi qui allais prendre cette décision. Tu n'as pas réfléchi une seconde, et tu m'as sorti tout de suite la première chose qui t'est passée par la tête. Godzilla. Je t'ai regardé, j'ai esquissé un sourire en coin, et j'ai regardé tous les autres drones sur l'étalage. Quand j'ai regardé tous les autres drones sur l'étalage, je t'ai regardé, et je t'ai dit, tu es sûr? Quand je t'ai dit, tu es sûr, tu m'as regardé, esquissant un sourire en coin comme moi. Tu as regardé les drones sur l'étalage. Ensuite, tu t'es assis par terre. J'ai vu que tu as caressé. Tu as caressé le métal très lentement, le métal de notre drone. À ce moment-là, le vendeur m'a regardé et a dit que ce n'était pas du métal, c'était de la tôle. J'ai regardé le vendeur comme si ce n'avait rien à voir, et toi, assis par terre, caressant la tôle de notre drone, tu m'as regardé, esquissant un petit sourire en coin, et regardant les autres drones. Tu as une nouvelle fois regardé le nôtre. Ensuite, tu as regardé le vendeur. Puis tu m'as dit que tu étais sûr. Tu voulais qu'il s'appelle Godzilla. Alors je suis parti, et j'ai payé le vendeur. Le vendeur m'a regardé, et a regardé son drone entre tes mains. Il a regardé son drone entre tes mains, et toi tu es parti. Le premier jour, on l'a essayé. On l'a d'abord essayé dans un courant d'eau assez rapide, et on regardait les images sur la caméra. On regardait les images sur la caméra et sur le radar. Et toi, tu étais là, fier d'avoir jeté Godzilla à l'eau. Fier d'avoir enfin ton drone, notre drone. Et je te regardais, tu regardais les courants rapides. Tu regardais la mer presque noire, parce que c'était la nuit. Parce que c'était la nuit, tu regardais la mer presque noire. Tu regardais les courants d'eau, dangereux et rapides. Tu as sorti Godzilla de l'eau, et tu l'as déposé à côté de toi. Tu m'as regardé, esquissant à nouveau un sourire en coin, et tu m'as demandé, est-ce que c'est pas génial? Je t'ai regardé et je me suis assis à côté de toi. Je me suis mis contre toi, passant ma main au-dessus de tes épaules, et passant ma main contre ton dos. Je t'ai regardé, je t'ai souri, et je t'ai dit que oui, c'était génial. Je t'ai demandé alors de me passer Godzilla, et tu m'as passé le drone. Tu m'as passé le drone sous-marin, et j'ai pris Godzilla sur mes genoux. Toi tu le regardais, et tu gardais ta main sur la tôle. Tu gardais ta main sur la tôle du drone, et moi je l'ai pris. Je t'ai demandé une serviette blanche dans le sac. Tu t'es dirigé vers le sac après t'être levé. Après t'être levé, tu t'es dirigé vers le sac. Tu l'as ouvert et tu as dit que tu ne trouvais pas. Je t'ai regardé et je t'ai dit, tout simplement, en haussant un peu la voix. En haussant un peu la voix, je t'ai dit, mais cherche alors. Tu as continué à chercher de toutes tes forces, comme si ta vie ou comme si la vie du drone en dépendait. Tu as cherché de toutes tes forces. Et tu as trouvé une serviette blanche, tu l'as pris. Tu me l'as jetée, et je l'ai rattrapée. J'ai commencé à essuyer Godzilla, et tu as dit qu'il sentait très fort le chlore. Je me souviendrai toujours de cette remarque. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la falaise, et on va jeter Godzilla à l'eau, à 12 000 mètres de profondeur. On va jeter Godzilla à 12 000 mètres de profondeur, c'est-à-dire 12 kilomètres. Tu m'as regardé et tu étais sur Internet sur ton GSM. Cela ne m'étonne plus du tout. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne quand tu es sur ton GSM, je sais que tu cherches quelque chose. Tu cherches les courants les plus rapides, tu cherches les courants les plus chauds, les courants les plus froids ou alors les courants les plus lents. Tu cherches aussi le nom des rivières et des fleuves. Tu regardes les noms des mers et pourquoi elles sont profondes. Tu cherches surtout pourquoi elles ont une couleur différente. Quand j'ai mis Godzilla à l'eau et qu'il est tombé à 12 kilomètres de profondeur, quand il est tombé à 12 kilomètres de profondeur, beaucoup plus loin que là où nous pensons, beaucoup plus loin que là où nous pensons, à 12 kilomètres de profondeur, tu m'as regardé et tu as dit, c'est bien 12 000 mètres? Je t'ai regardé me tournant vers toi. Je me suis tourné vers toi
et tu as dit « C'est bien 12 000 mètres ». Une nouvelle fois, je t'ai dit « Oui, 12 000 mètres », donc 12 kilomètres. Tu m'as regardé, tu as pris ton GSM, et tu as dit « Donc c'est pas 12 000 kilomètres ». Je me suis surpris moi-même. Quand je me suis surpris moi-même, j'ai regardé le drone, et j'ai dit « Quoi ?» J'ai dit 12 000 kilomètres. Tu as hoché la tête d'avant en arrière et tu m'as regardé, esquissant un léger sourire en regardant les profondeurs. À ce moment-là, je t'ai dit donc, je rectifie, désolé, nous venons de lancer Godzilla à 12 000 mètres de profondeur, donc 12 kilomètres. Tu es parti avec un petit sourire en coin, tu as mis ton sac sur le côté, tu as pris ton sac par les sangles et tu les as mis sur ton dos. Tu as rangé les serviettes et tu as remonté Godzilla. Quand nous sommes rentrés, tu étais fier d'avoir fait ça. Tu avais les données géographiques de la profondeur. Tu avais donc les données géographiques de la profondeur de ce trou qui fait 12 000 mètres de profondeur. À ce moment-là, nous étions tous les deux fiers et nous pouvons commencer à étudier les données géographiques du trou. Ce soir-là, tu ne pouvais pas t'empêcher de regarder le drone. Tu ne pouvais pas t'empêcher de regarder le drone ce soir-là. Alors je me suis levé. Et j'ai vu que tu ne pouvais pas t'empêcher de le regarder. Je t'ai dit qu'est-ce qu'il y a, et tu t'es tourné vers moi. Tu t'es tourné vers moi et tu as dit, je crois que le drone a un problème. Je me suis assis par terre et j'ai dit quel genre de problème. À cet instant-là, tu as pris la carte mémoire. Tu as pris la carte mémoire sans hésiter. Tu as ouvert le drone avec un tournevis, un pied de biche et une visseuse. Avec une visseuse, un pied de biche et un tournevis, tu as ouvert le drone. Sans hésiter, tu as récupéré la carte mémoire et la pile à combustible à l'intérieur. Tu as regardé la pile à combustible et tu m'as dit « Regarde ». Je l'ai prise dans mes mains et j'ai dit « Oui, elle est froide et noire. Qu'est-ce qu'il y a ?» Tu m'as dit qu'elle était censée être chaude et qu'elle était censée être bleue et jaune. Je t'ai regardé, je t'ai dit pourquoi elle est noire alors. À cet instant-là, tu m'as dit je ne sais pas. C'est à nous de le découvrir, peut-être qu'elle a heurté quelque chose. Je t'ai regardé et à cet instant-là, je t'ai demandé si on savait revisionner les images du tournage. Tu m'as regardé, esquissant un sourire très léger. Esquissant un sourire très léger, tu m'as regardé et tu m'as dit non. On ne sait pas revisionner les images du tournage. Alors j'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai demandé si je pouvais avoir ton carnet, et tu me l'as poussé délicatement. Délicatement, tu as poussé ton carnet vers moi. Je l'ai pris, et j'ai pris ton stylo. J'ai commencé à écrire. Plein de choses qui me passaient par la tête. Peut-être une pieuvre, peut-être un poisson, peut-être un requin, peut-être la faune ou alors la flore. J'ai commencé à écrire plein de choses et tu es venu t'accroupir juste derrière moi. Tu t'es accroupi juste derrière moi et tu as regardé ce que j'écrivais, ce que je dessinais. Je n'arrêtais pas de dessiner des pieuvres, des crustacés. Je dessinais des bêtes sauvages que j'imaginais. J'avais imaginé une pieuvre avec des ailes, avec des tentacules à la place de la bouche, avec un trou noir qui ressemblait à une bouche. Tu m'as regardé et tu regardais mon dessin d'un air incompris. Tu regardais mon dessin et tu me regardais moi d'un air incompris et circonspect. À cet instant-là, je t'ai regardé, tu me regardais d'un air incompris et circonspect, et je t'ai alors regardé toi, et j'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À cet instant-là, tu as regardé mes dessins et tu as dit, non, non, vas-y, continue, en faisant un geste de la main. Je t'ai regardé et je t'ai dit, toi, tu n'es pas circonspect et incompris? J'ai continué à dessiner et j'ai dit, non, j'essaye simplement de trouver une solution. Toi, tu as pris un deuxième carnet de dessin que tu avais déjà depuis longtemps. Un carnet de dessin au cas où tu devrais peut-être en rechanger.
Au cas où tu devais peut-être en rechanger ou alors en prendre un autre, tu en avais un dans ton sac. Tu as pris ce carnet de dessin et tu as commencé à écrire tout ce que je dessinais. Un calamar avec des ailes qui se trouvait aux profondeurs de la mer, avec une bouche qui ressemblait à un trou noir, rempli de petites dents, avec des tentacules tout autour de sa bouche. Tu as dessiné les grands requins que je dessinais, et à un moment tu t'es arrêté. Tu as arrêté d'écrire et tu m'as dit « Ça, ce ne serait pas le mégalodon ?» Je me suis tourné vers toi, esquissant un petit sourire, regardant la fenêtre et esquissant un petit sourire. Ensuite, je t'ai regardé toi. J'ai esquissé à nouveau un petit sourire très léger. Tu m'as regardé, je t'ai regardé, et je t'ai dit « Oui, ce que je dessine là, c'est le mégalodon. » Tu m'as regardé et tu m'as dit, en esquissant un sourire très léger, « Mais le mégalodon n'est pas en voie de disparition, ou alors n'a pas disparu depuis longtemps. » Je me suis remis à côté de toi, croisant les jambes. Croisant les jambes, je me suis remis à côté de toi. Et j'ai dit le mégalodon a bel et bien disparu, mais son espèce, certaines théories disent qu'il est encore en vie, qu'il erre quelque part. À cet instant-là, tu t'es rapproché et tu as commencé à écrire. Tu as commencé à écrire tout ce qui te passait par la tête. Je me suis posé à côté de toi quand tu as commencé à écrire tout ce qui te passait par la tête, et je t'ai dit, certaines théories, ce ne sont que des théories, des thèses qui ont été mises au point par l'homme, disent qu'il est en voie de disparition, et d'autres disent qu'il erre dans la mer quelque part, et que son espèce ne s'est pas éteinte. Tu t'es mis à côté de moi, et tu as dit alors, en t'appuyant sur mon épaule, si son espèce ne s'est pas éteinte, qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai esquissé un léger sourire, comme si j'étais inquiet, et je t'ai regardé. J'ai dit, il pourrait tout simplement revenir et tuer la race humaine. Tu t'es reculé et tu as commencé à écrire toutes les réponses et les raisons pour lesquelles tu ne voudrais pas qu'il revienne. Je t'ai regardé et je t'ai dit de ne pas être inquiet. Ce soir-là, tu lisais ton livre sur le rebord de la fenêtre. Je suis venu m'asseoir à côté de toi et je t'ai regardé. Je t'ai demandé si tu étais encore inquiet pour le mégalodon. Tu as pris une cigarette que tu avais posée à côté de toi. Tu avais posé le paquet à côté de toi, que tu avais mis dans le sable. Je t'ai regardé et tu as dit « Oui, oui, je suis encore inquiet pour le mégalodon. » J'avais l'impression que tu étais fâché. À cet instant-là, tu m'as regardé, tu m'as tendu une cigarette. Je l'ai pris et j'ai dit « Non merci, sans façon. » Je t'ai donc proposé de t'emmener faire de la plongée sous-marine tout à l'heure. Peut-être, soit tout à l'heure, soit demain. Ce à quoi tu m'as répondu « Demain. Demain, je veux bien qu'on aille faire de la plongée sous-marine pour que je sois sûr que le mégalodon n'existe plus. » Alors à cet instant-là, j'ai fixé sur mon agenda noir et en tissu, j'ai fixé une date. Demain. Demain, aux aurores, à l'aube, on ira faire de la plongée. En rigolant, je t'ai poussé un peu légèrement avec mon épaule, et j'ai dit, demain on ira faire de la plongée, de la pêche au mégalodon. Cela ne t'a pas fait rire. Ça ne t'a pas fait rire du tout, et je t'ai regardé. J'ai mis ma main dans ton dos, et j'ai dit, oh, allez quoi. Je rigolais. Je me suis levé, et tu t'es levé. Tu as enlevé ta combinaison. Quand tu as enlevé ta combinaison, j'ai vu que tu l'as gardée. Tu l'as gardée à ton bassin. Tu as fait un nœud comme si c'était ton pull que tu croisais. Comme si c'était ton pull que tu croisais à ton bassin et que tu gardais. À ce moment-là, je me suis mis près de toi. Je me suis mis près de toi, derrière, et j'ai croisé. J'ai croisé ta combinaison. J'ai fait un nœud. Je l'ai resserré. Comme si c'était ton pull que tu venais d'enlever et de mettre au niveau de ton bassin. Tu m'as regardé et tu t'es retourné vers moi. Tu m'as dit merci en me regardant dans les yeux.
À cet instant-là, je me suis avancé un peu plus près de toi, et j'ai dit de rien, passant ma main autour de tes épaules, me rapprochant un peu plus de toi, torse contre torse. Je t'ai regardé, posant mes lèvres délicatement sur les tiennes. J'ai posé mes lèvres délicatement sur les tiennes, je t'ai embrassé, et toi tu t'es laissé faire ce soir-là, alors que je venais de jouer avec tes sentiments, et avec le mégalodon, quelque chose que tu n'aimes pas. Toi tu t'es laissé faire et je t'ai embrassé. J'ai réfléchi toute la nuit, après avoir pris ma douche, j'ai réfléchi toute la nuit. Je me suis posé dans mon lit, j'ai regardé le plafond. J'ai regardé la lumière éteinte toute la nuit, l'ampoule qu'il y avait juste au-dessus de moi. L'ampoule tout au-dessus de moi qu'il y avait dans une cage en verre. Je l'ai regardée toute la nuit. J'ai regardé cette ampoule dans une cage en verre toute la nuit, et je n'ai pas cessé de réfléchir au baiser que j'avais déposé sur tes lèvres. Toi, tu dormais paisiblement de mon côté. Je te voyais dormir les yeux fermés. Je t'entendais respirer. Et tu avais la couverture au niveau de tes épaules. Je suis venu me poser près de toi, et tu n'as pas réagi. Les yeux fermés, endormi, tu as juste esquissé un sourire. Endormi, les yeux fermés, tu as juste esquissé un sourire, et tu t'es retourné. Moi, je t'ai regardé te retourner, avec un sourire aux lèvres, et j'ai vu que tu souriais paisiblement. Tu souriais paisiblement, endormi. Alors je me suis retourné. J'ai passé mes bras autour de tes épaules, et je suis resté contre toi. J'ai gardé ma main contre ton torse. J'ai gardé ma main contre ton torse, et j'ai gardé mon bras passé autour de tes épaules. J'ai gardé ma main dans ta nuque. Soigneusement et lentement, j'ai passé mes mains dans tes cheveux. Je les ai caressés un instant. Me regardant dans la glace, esquissant un léger sourire, je t'ai embrassé une nouvelle fois, et je suis retourné dans mon lit. Ce matin-là, tu étais déjà levé. Quand je me suis levé, je me suis assis. Je me suis assis par terre un instant. Je me suis assis par terre un instant et j'ai attendu. J'ai attendu ton retour, pensant que tu allais revenir, mais tu n'es pas revenu. Alors j'ai attendu, puis j'ai pris ton GSM et j'ai vu que tu l'avais oublié. À cet instant-là, je suis parti parce que j'entendais des bruits à l'extérieur. J'entendais des bruits à l'extérieur, donc je suis parti. J'ai regardé par la fenêtre et tu jouais avec une femme dans l'eau. Je n'étais pas jaloux, non. Juste impressionné. Tu jouais avec une femme dans l'eau, avec une fille que tu ne connaissais que depuis peu, et je me suis approché lentement. Lentement, je me suis approché de la fenêtre. J'ai regardé cette fille jouer avec toi, cette femme que tu ne connaissais que depuis peu, et je suis descendu. J'ai pris les escaliers. J'ai d'abord pris ton GSM, et j'ai mis un jeans et un t-shirt blanc. J'ai pris tes baskets rouges, et je les ai mis. Quand j'ai mis tes baskets rouges, j'avais l'impression d'être avec toi, tout de suite, alors que tu étais à la piscine. Je me suis posé au bar et j'ai attendu que tu me vois. Supposant que tu allais me voir dans les dernières minutes, tu ne m'avais toujours pas remarqué. Alors j'ai pris le verre et j'ai demandé. J'ai demandé à l'homme qui était au bar, au barman. J'ai demandé au barman si je pouvais prendre le verre. Il m'a fait un geste de la tête et un signe de la main, posant alors le verre qu'il était en train d'astiquer et de nettoyer sur le bar. Il m'a fait un geste de la tête et je suis parti. Je l'ai remercié et c'est la jeune femme à côté de lui qui a répondu. C'est la jeune femme à côté de lui qui a répondu et qui m'a dit « Merci ». À cet instant-là, je suis parti. Je me suis posé les pieds dans l'eau, les laissant balancer d'avant en arrière.
Les laissant balancer d'avant en arrière, je voyais que la femme au bar me regardait. Elle me faisait des gestes de la main, des gestes très tendres. Cette femme au bar me faisait des gestes très tendres et me regardait. À cet instant-là, j'ai vu qu'elle a arrêté de faire ces gestes. Je voyais qu'elle essayait de redresser son t-shirt. Elle se caressait l'épaule et en même temps me faisait un geste de la main. Après, elle changeait et elle remettait la bretelle de son soutien-gorge. Ensuite, quand elle remettait la bretelle de son soutien-gorge, je voyais que son t-shirt qu'elle portait aujourd'hui, un t-shirt à épaules nues, je voyais qu'il tombait de plus en plus. À chaque fois, elle la remettait au-dessus de la bretelle de son soutien-gorge. Elle avait pris une bouteille derrière elle qu'elle avait astiquée. Ensuite, elle a pris un verre qu'elle avait lavé. Elle avait posé le verre devant. Devant elle, elle avait posé le verre. Un verre qu'elle avait nettoyé et qu'elle avait astiqué assez longtemps pour pouvoir me regarder. Je ne me suis pas retourné vers elle parce que tu allais penser tout de suite que j'étais intéressé. À cet instant-là, je t'ai regardé et tu ne m'as même pas remarqué. Finalement, j'ai pris la décision d'aller la voir. Elle qui avait déposé 4 verres devant, un pour moi, un pour toi, un pour la jeune fille qu'il y avait dans l'eau, et un pour elle. J'ai été au bar et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu penses de la jeune fille dans l'eau ?» Elle a relevé sa bretelle de soutien-gorge, a pris une bouteille, l'a posée à côté, a mélangé les 2 élixirs. Je l'ai regardée et quand elle a mélangé les 2 élixirs, les alcools, je l'ai regardée. Elle a relevé son t-shirt et j'ai vu qu'elle a commencé à chipoter avec ses mains. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Cette fille-là » en la pointant du doigt. J'ai dit « Oui » en prenant le verre. En prenant le verre qui était rempli des 2 élixirs et d'alcool, j'ai bu une gorgée et je l'ai déposé. J'ai dit « Oui, celle-ci ». Tu l'as pointé du doigt, tu t'es levé, tu es passé sur le côté et tu es arrivé à côté de moi. Tu as pris un verre, un 5e verre. Tu l'as rempli. J'ai vu que tu l'as rempli de rhum, un alcool fort que je ne pourrais pas boire. Tu l'as rempli avec du rhum et tu as mis une tranche de citron que tu avais tranché au mieux pour mettre sur les côtés de la paroi du verre. Tu as bu et tu m'as regardé. Avec ton rhum coca en main, ton alcool, tu as regardé cette jeune fille. En rigolant, tu m'as bousculé et tu as dit cette fille-là, je pense que c'est une bombasse. Je t'ai regardé et je t'ai dit merci du conseil, je vais aller parler à mon copain. À cet instant-là, tu m'as dit bonne chance en me répondant bisous bisous, en me faisant un signe avec tes 2 doigts. En me faisant un signe avec tes 2 doigts, posant tes doigts sur tes 2 lèvres, me faisant un signe comme si tu m'envoyais un bisou. Tu m'as dit bonne chance, et j'ai été parler à Kenan. Kenan m'a regardé et il m'a dit que c'était juste une copine, qu'elle était dans la piscine avec moi, et qu'on avait plongé ensemble en même temps. J'étais rassuré et je me suis posé à côté d'eux, et la jeune fille est venue s'asseoir à côté de moi. Elle s'est présentée, elle a dit qu'elle s'appelait Jessie, et je l'ai regardée. Quand elle m'a dit qu'elle s'appelait Jess et Jessie, ça dépend des personnes qui l'appellent par son nom. Alors, je l'ai regardée et j'ai dit « Jessie, toi tu fais quoi dans la vie ?» Elle m'a dit qu'elle était conductrice de bateau. Elle conduisait des bateaux de luxe, des bateaux haut de gamme, qui emmenaient en plein milieu de la mer des personnes sélectionnées. Alors, à cet instant-là, j'ai compris pourquoi tu parlais à cette fille. Tu voulais aller au beau milieu de la mer, en plein milieu de la mer, pour pouvoir aller voir le mégalodon. Tu en avais parlé à Jessie. Et Jess est venue à côté de moi et elle a dit « Si vous voulez, je vous emmène ». Quand elle a dit « Si vous voulez, je vous emmène », gratuitement, vous n'avez pas à payer. Je l'ai regardé, j'ai dit « Merci Jess » ou Jessie, peu importe. Je t'ai dit « Merci, mais on va essayer de faire à notre manière ». Tu m'as regardé, esquissant un léger sourire,
et esquissant un léger sourire à Jess, toi aussi. Tu l'as regardé et tu as dit « Emmène-nous au plein milieu de l'océan, s'il te plaît. » J'ai donc écouté ce que tu avais dit à Jess, et j'ai dit « Bon, c'est d'accord. » On était parti pour aller en plein milieu de l'océan. Quand tu nous as emmenés, j'étais horrifié. J'étais horrifié par la taille. Alors j'ai regardé la taille du bateau de l'extérieur et de l'intérieur. J'étais impressionné par la taille du bateau. Je t'ai regardé, toi, petite, 1,60 m, avec des talons aiguilles. Peut-être faisais-tu 1,70 m avec tes talons. Mais je t'ai regardé avec tes petits talons aiguilles noirs, avec tes chaussures en cuir, ta veste en cuir, et ton petit haut blanc, ton jeans bleu. Tu m'as regardé, tu m'as dit oui. Je t'ai regardé toi une nouvelle fois en regardant le bateau. Assis sur le bord du bateau, je t'ai regardé et je t'ai dit, en esquissant un sourire très léger à Canaan. J'ai regardé Canaan et je t'ai regardé toi une nouvelle fois. J'avoue très sincèrement que je ne savais pas qui regarder. Canaan qui était très content d'être sur ce bateau, ou toi, 1,60 m, avec des petits talons aiguilles. Qui devais-je regarder, alors que ce bateau était grand, énorme, gigantesque, et tu me dis que tu sais conduire quelque chose comme ça. Tu nous as emmenés en pleine mer. La mer était calme, sereine, très pure. On pouvait entendre le moindre bruit des oiseaux, le moindre chuchotement. On pouvait entendre le moindre chuchotement, le moindre bruit des oiseaux. Alors à cet instant-là, je me suis posé sur le bord, et tu es venu à côté de moi. Tu m'as dit, si tu te poses sur le bord et que tu laisses aller tes jambes, tu pourrais avoir l'impression qu'elles sont dans l'eau. Je t'ai regardé, esquissant un sourire. Canaan est venu à côté de moi, et il a mis ses jambes comme telles. Comme telles, il a mis ses jambes, il les a laissées pendre et il m'a regardé. Il a mis sa main autour de moi. Quand il a mis sa main autour de moi, autour de mes côtes, il a dit « Fais pareil, mets tes jambes comme ça. » Et j'ai laissé pendre mes jambes. Il était vrai que j'avais l'impression d'avoir les jambes dans l'eau. À cet instant-là, je ne pouvais plus m'en passer. Je ne pouvais plus m'en passer et je restais comme ça, regardant l'océan. J'avais l'impression que à chaque fois que j'avais mes jambes comme ça, sur le côté, sur le bord du bateau, quand j'avais mes jambes comme ça sur le côté, sur le bord du bateau, un moment tu es venu te poser à côté de moi, mais j'avais tout de même l'impression à chaque fois que je pouvais crier « Terre en vue ». J'avais l'impression que je pouvais crier « Terre en vue » et que je pouvais apercevoir une île, un morceau de terre jonchant la mer. Tu es venu à côté de moi et tu m'as proposé une cigarette. Quand je t'ai dit non et que j'ai refusé, Canaan est venu à côté de moi. Je me suis levé et j'ai été jusqu'à la proue. J'ai été jusqu'à l'avant du bateau. Canaan, à côté de toi, a commencé à te parler tout bas, à te murmurer à l'oreille. Non, c'est vrai, désolé. J'ai oublié de te dire, il ne fume pas. Tu l'as regardé un instant, très brièvement, esquissant un petit sourire. Et toi, Canaan, tu l'as regardé, sans même réagir, et puis tu t'es tourné vers moi. Tu es arrivé derrière moi, et tu as passé tes mains autour de mes côtes. Tu m'as embrassé légèrement, et c'est là que Jess s'est retournée. Elle s'est retournée et elle t'a vu, m'embrasser, posant tes lèvres délicatement sur les miennes et passant tes mains autour de mes côtes. Elle s'est reculée un tout petit peu. Un tout petit peu, elle s'est reculée et elle a dit « Ah, je savais pas que vous étiez en couple. » Canaan, tu t'es avancé, et moi je suis resté là. Quand tu t'es avancé, elle s'est un peu reculée. Moi je me suis assis par terre, et je voyais que le sol du bateau était humide. C'était peut-être la nuit quand il avait plu, et qu'on était dans les cabines,
ou alors c'était à cause des vagues qui devenaient de plus en plus mouvementées et puissantes. Alors j'ai posé mes mains sur le sol, je me suis relevé, et j'ai dit, oui, on est en couple, mais que depuis peu. Jess, tu t'es avancé, et tu m'as dit, et comment vous vous êtes rencontrés? Tu t'es assis sur une chaise à l'avant. À l'avant, tu t'es assis sur une chaise et on t'a expliqué qu'on s'est rencontrés parce qu'on voulait tous les deux découvrir le mégalodon. À cet instant-là, tu as commencé à parler du mégalodon, toi, estimant qu'il n'existait plus. Estimant qu'il n'existait plus, tu as commencé à étaler ta théorie sur la table. Comme si tu jouais au poker avec nous, tu as commencé à étaler ta théorie sur la table, estimant qu'il n'existait plus. Et je voyais que Conan te regardait avec beaucoup d'assurance. Il te regardait rassuré avec beaucoup d'assurance. Et toi tu disais qu'il n'existait plus. Moi, d'un certain côté, je pensais qu'il n'existait plus pour pouvoir rassurer Conan, mais de l'autre côté, je pensais qu'il existait. Alors j'ai commencé, moi aussi, à étaler comme au poker. Comme quand je faisais un all-in, j'ai commencé à étaler ma théorie. Et j'ai dit que si le requin blanc et toutes les autres baleines existent, c'est que peut-être le mégalodon existe toujours. Tu as commencé à parler longuement du mégalodon. Je voyais que Conan était mal à l'aise, et la nuit venue, je t'ai dit, il serait peut-être temps de rentrer dans les chambres. Tu t'es tourné vers les cabines et tu as dit oui, il est peut-être temps de rentrer. Il se fait tard. Je suis rentré avec Conan, et Conan, toi tu t'es posé à côté de moi. Tu as fermé les yeux, et tu t'es endormi aussitôt qu'il s'est mis à pleuvoir dehors. Jess, on voulait vraiment te remercier d'avoir fait tout ça pour nous. Alors on t'a emmené marcher sur le bord des rivages. On t'a emmené marcher, on t'a dit qu'on te montrerait tous les endroits qu'on connaît. Tu nous as regardés bizarrement, et tu as dit que toi, vu que tu étais guide, que tu conduisais des bateaux et que tu emmenais des gens sur l'océan, tu connais peut-être déjà mieux l'océan que nous on ne le connaît. Nous sommes arrivés ici il n'y a que très peu de temps. Alors tu nous as regardés bizarrement. On t'a dit alors qu'on calcule les données géographiques et la géologie des rochers. Et tu as dit alors avec un petit sourire en coin, esquissant un sourire à Conan, à ce moment-là, tu nous as regardés et tu as dit, bon, va pour la promenade. On t'a emmené monter sur les roches noires, le long d'un petit sentier entouré d'arbres, on t'a emmené, et on a marché de plus en plus haut. Tu nous regardais, et les roches qui formaient la formation rocheuse de cette montagne. Les roches qui formaient la formation rocheuse de cette montagne faisaient un petit escalier. Toi, tu grimpais dessus, et tu nous as regardés avec le rythme avec lequel on montait le rythme avec lequel on montait. Tu nous as regardés et tu nous as dit « Vous voulez pas ralentir ». Nous nous sommes tournés, esquissant tous les deux un sourire, avec notre sac à dos. Notre sac à dos sur le dos, on t'a regardé et on a dit « On y est bientôt », remontant encore les marches naturelles qui avaient été faites par la formation rocheuse. Et toi, tu étais là, montant les marches, essayant de te rattraper sur les côtés, les roches noires. À cet instant-là, tu nous as regardés encore une fois, et tu respirais. Et je t'ai dit pour avoir plus facile, en me tournant, je t'ai dit, pour avoir plus facile, pour pouvoir marcher comme nous, si tu veux, à chaque pas, inspire et expire. Tu as donc suivi mon conseil, et quand tu as suivi mon conseil, tu as commencé à inspirer et expirer. Mais on ne t'entendait pas. On ne t'entendait pas inspirer et expirer. Alors de temps en temps, on se retournait vers toi. Une fois arrivé en haut, tu t'es effondré par terre. Tu t'es effondré par terre et j'ai vu que tu as mis ton sac à l'arrière. Tu as mis ton sac à l'arrière et tu l'as posé contre le mien. Moi, j'ai posé mon sac par terre, comme toi, et je me suis allongé à la belle étoile.
à la belle étoile. On s'est allongés tous les trois. Tous les trois, on s'est allongés, on a regardé. Il y avait une étoile qui commençait à briller un peu plus. Cette étoile qui commençait à briller un peu plus, j'ai vu que tu as sorti de ton sac quelque chose qu'on n'avait pas pris, quelque chose qu'on n'avait pas prévu de prendre, quelque chose que en général on ne prend pas. Tu as donc sorti un télescope. J'ai vu que tu as déplié un siège. Tu as déplié un siège, un tout petit siège de camping, et tu l'as posé par terre à côté de la tente noire. La tente noire qu'on avait placée juste au bord de la falaise, un peu plus loin. Un peu plus loin, à une centaine de mètres, on avait placé la tente. Elle était fermée et il y avait du vent qui passait exactement là où on avait placé la tente. Toi, tu avais mis une chaise un peu plus proche du vide. À 10 mètres du vide, tu avais mis une chaise, tu l'avais dépliée. Tu dépliais alors le pied. Tu étais en train de déplier le pied. Et je te voyais essayer de le déplier. Je t'ai demandé de l'aide et tu m'as dit non, ça va. Quand tu avais réussi à déplier le pied, tu l'as posé par terre. Tu l'as allongé sur le sol et tu l'as ouvert. Il s'est ouvert et tu l'as posé par terre, une nouvelle fois, dans le bon sens. Tu l'as posé dans le bon sens, par terre, le pied du télescope que tu avais déplié, et tu avais posé le télescope dessus. Tu m'as appelé, et je t'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Esquissant un petit sourire gêné, tu m'as regardé et tu m'as dit, est-ce que tu peux tenir le télescope en place? Moi, esquissant un petit sourire, comme si j'étais un héros, je t'ai regardé, et je t'ai dit, ouais, bien sûr. J'ai tenu, alors, fermement, j'ai tenu le pied du télescope. Tu m'as dit, non, le pied, je n'ai pas besoin, avec un petit sourire léger au coin de la lèvre. À ce moment-là, j'ai tenu juste le télescope, et tu l'as accroché. Tu t'es posé sur la chaise et tu as demandé si quelqu'un voulait venir voir. Moi, j'étais dans la tente, et j'ai dit, non merci, ça va aller. J'étais en train de lire mon livre. À l'extérieur, contre la tente et contre un rocher noir, il y avait Conan, qui lisait son livre. Et dans son livre, il y avait une page blanche, il était en train de dessiner dessus. Tu t'es mis à côté de lui et tu as demandé ce qu'il dessinait. Il t'a expliqué qu'il voulait sortir une marque de combinaison de surf et qu'il les dessinait lui-même dans son temps libre. Moi, à l'intérieur, je lisais mon livre, en attendant la pleine lune. Ce soir-là, pour fêter ton départ, ce soir-là, on avait parlé d'aller voir le cercle de Poséidon. On avait parlé d'aller voir le cercle de Poséidon pour ce soir-là pour fêter ton départ. Tu nous as regardés d'un air méfiant et tu as demandé qu'est-ce que c'est le cercle de Poséidon. On t'a montré des photos qu'on avait prises, des données géographiques, et on t'a dit le cercle de Poséidon, c'est un site qu'on a découvert, qui fait 12 000 mètres de profondeur. C'est un trou, une création rocheuse, une formation rocheuse, juste au-dessus de la mer, là où se trouve la Dame Blanche. C'est une vague énorme qui fait plus de 5 mètres de hauteur. La Dame Blanche, c'est une vague énorme qui fait plus de 5 mètres de hauteur, et elle se trouve au-dessus d'une formation rocheuse, une formation rocheuse sous-marine qui s'appelle le cercle de Poséidon. Tu nous as regardés bizarrement. On s'est avancé vers toi et on t'a montré les photos. À cet instant-là, tu étais perturbé, tu ne savais plus quoi penser. Après le mégalodon, après les bêtes que j'avais dessinées, tu étais sidéré, tu étais perdu. Après les bestioles que j'avais dessinées, après les poulpes géants, après les vents et les marées que tu nous as fait traverser sur la mer. Tu as regardé le carnet, en cachette. En cachette, tu as regardé le carnet que j'avais, ce carnet dans lequel j'avais dessiné des choses. Alors je t'ai posé la question le soir venu. Tu étais à côté d'une chaise. Cette même chaise était sous une table,
et à côté de la table, il y avait une petite lampe éclairée. Mon carnet était ouvert, et ce soir-là je suis arrivé. Et je t'ai demandé, est-ce que tu as regardé dans mon carnet? Tu t'es posé sur la chaise et tu as tiré la chaise derrière toi. Tu as fermé mon carnet, posé le crayon dessus, le crayon à dessin, le crayon gris. Et tu m'as dit non. Quand le carnet était fermé et que tu avais posé le crayon gris, le crayon à dessin et le crayon noir dessus, tu avais posé le fusain et la pastel noire que tu avais pris. J'ai vu que tes doigts étaient couverts de pastel noir et de fusain. Tu avais un crayon que tu avais posé dessus. Et là je t'ai dit, est-ce que tu l'as regardé? Et tu m'as répondu avec franchise. Oui, tu l'avais regardé. Après toutes ces créatures que j'avais dessinées, après toutes ces créatures que j'avais vues, imaginées, après les bruits qu'on avait entendus dans le cercle de Poséidon, tu ne nous croyais pas. Et pourtant, ces photos prouvaient le contraire, il existait bien. Et toi, tu ne le connaissais pas, alors que tu avais sûrement déjà navigué avec ton bateau au-dessus. Alors tu nous as posé plein de questions, tu nous as bombardé de questions. On t'a regardé et tu nous as bombardé de questions. Est-ce que tu avais déjà navigué au-dessus? Est-ce que tu étais passé au-dessus? Est-ce qu'un bateau saurait tenir au-dessus? Tellement il était profond. Tu nous as demandé combien ça faisait 12 000 mètres de profondeur. Conan t'a regardé, et il s'est simplement assis à côté de toi. Il t'a offert une cigarette, et toi tu l'as brûlée avec ton briquet. Tu as commencé à fumer, tu t'es tourné vers lui, esquissant un petit sourire, un sourire léger. Esquissant un petit sourire, un sourire léger, tu l'as regardé, et Conan t'a dit « ça fait 12 kilomètres de profondeur ». Conan t'a alors répondu. Quand tu n'as pas répondu, Conan t'a répondu, lui, que tous les ans, les plaques tectoniques bougent et que 2 kilomètres s'agrandissent tout au fond. Je suis venu m'asseoir, accroupi à côté de toi. Accroupi à côté de toi, je suis venu m'asseoir, et j'ai dit que tous les ans, tous les années, il y a les plaques tectoniques qui bougent, qui sont en mouvement tout le temps, en mouvement perpétuel. Perpétuellement, elles bougent les plaques tectoniques dans le monde, et tous les ans, elles agrandissent le trou de 12 kilomètres, de 12 000 mètres de profondeur. Elles agrandissent le trou à 14 000 mètres de profondeur. 14 mètres. Tu nous as regardés et tu as dit comment est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai ouvert le PC et tu as regardé une carte. Il y avait des lignes courbes rouges, des lignes carrées bleues, des lignes rectangulaires jaunes, et tu as regardé tout ça. Tu nous as posé des questions. On a dit que les lignes rouges équivalaient tout simplement au courant chaud, les lignes bleues équivalaient au courant froid, les lignes jaunes c'était au mouvement des vagues. On a commencé à t'expliquer tout ça, et le mouvement des vagues commençait à disparaître peu à peu quand au courant chaud il commençait à être de plus en plus présent. On t'a expliqué alors que le mouvement des vagues disparaissait. Les courants chauds étaient de plus en plus présents de ce côté-là, et de ce côté-là, dans ce secteur, les courants froids disparaissaient aussi. Alors on a découvert le trou. Tu nous as demandé comment est-ce qu'il s'appelait, et on t'a répondu qu'il s'appelait le cercle de Poséidon. Enfin, c'est le nom qu'on lui a donné. Ce soir-là, à l'entrée, tu nous attendais. Tu avais un bagage en main qui avait l'air beaucoup plus lourd que ce qu'on pensait. Tu tenais ce bagage comme s'il était vraiment très léger. Quand on est arrivé et qu'on s'est posé sur les chaises à côté de toi, tu nous as dit tout de suite de nous relever. On s'est relevé et tu as pris le bagage que tu avais en main. Tu l'as posé par terre. Tout de suite, on a compris qu'il était très lourd. On a compris que le bagage que tu avais en main était très lourd. Tu es parti en courant et tu le laissais rouler derrière toi. Derrière toi, tu le laissais rouler et tu avais ta main à la poignée. Tu avais ta main à la poignée que tu avais tirée et que tu avais enlevée du bagage et tu marchais jusqu'à l'extérieur.
Un taxi nous attendait déjà dehors. Il y avait un taxi qui nous attendait déjà dehors et tu nous regardais. Tu nous as dit « Allez, venez ». On s'est levé. D'abord, on s'est regardé d'un air songeur. Ensuite, on s'est levé. Et puis quand on s'est levé, tu nous as donné un bagage à tous les deux. Ce bagage-là était très léger. Et pourtant, une fois arrivé à la plage, tu as posé ton bagage à toi. Tu as renfermé ton bagage à l'intérieur d'une autre boîte. La boîte était beaucoup plus grande, et sur la plage, quelqu'un était venu la poser pour toi. Tu as dit alors qu'il fallait qu'on mette nos bagages à nous dans cette boîte noire. Tu as fait un code sur la boîte, sur la valise, tu as fait un code, et je t'ai regardé. Assis par terre, j'ai dit « C'est une valise, ça ?» Et tu m'as regardé. Tu t'es assis à côté de moi, et tu as dit « Non, ce n'est pas une valise, c'est une balise. » Je t'ai regardé avec un air songeur. J'ai dit « C'est quoi la différence ?» À ce moment-là, tu m'as dit « Une valise, ça sert à mettre des vêtements, des choses dont on a besoin pour partir en voyage. Une balise, ça sert à mettre les choses au frais, à conserver. » Alors à ce moment-là, j'ai compris que tu conservais ce qu'on avait. Tu conservais notre métier. Tu avais mis au frais, ou alors peut-être au chaud, je ne sais pas. Tu m'as expliqué que la balise qu'il y avait juste devant toi était une sorte de coffre-fort avec un code, mais seul toi connaissais le code. Le code c'était 02 54 55 56. J'ai regardé la balise, et quand j'ai regardé la balise, elle s'est fermée. On a entendu un bruit. On a entendu comme de l'air qui s'échappait. Tout autour de la cloison, on a entendu comme de l'air qui s'échappait. Alors j'ai vu qu'il y avait une fumée, comme quand on fait brûler du plastique. Comme quand on fait brûler du plastique, il y avait une fumée grise qui partait, une fumée assez opaque, qui s'en allait tout autour. On a entendu une sorte de bruit d'un filet d'air qui partait. Il y avait le bruit d'un filet d'air qui s'en allait de la fermeture de la balise. Elle conservait nos affaires au froid, et tu es monté dans ton bateau. Tu nous as tendu la main pour nous dire tout simplement qu'il fallait qu'on parte pour pouvoir te montrer ce trou qui fait 12 000 mètres de profondeur. À cet instant-là, on t'a regardé et on t'a dit « Oui, mais le retrouver, c'est pas si facile, il nous faut notre PC. » Tu as pris la balise, toi toute seule, tu as pris la balise, et ensuite tu as demandé à une autre personne de l'hôtel de la monter dans ton bateau. Cette personne a monté la balise dans ton bateau, et on l'a regardé. On a regardé l'homme assez musclé et assez bien taillé. Il avait une corpulence plutôt grande. Sa corpulence était plutôt grande, il était habillé en noir, comme un homme d'affaires, ou alors comme un garde du corps. Comme un garde du corps ou comme un homme d'affaires, il portait un costard noir, une cravate noire et une chemise noire. L'homme avait des lunettes de soleil, parce qu'il y avait beaucoup de soleil ce jour-là. Il a mis alors la balise. Il a mis la balise dans ton bateau, et moi je me suis assis contre. Tu es venu près de moi et tu m'as pris par la main. Tu m'as dit « Non, surtout pas ». Je me suis levé, et j'ai dit « Pourquoi ?» Tu m'as dit « Parce que ce qu'il y a à l'intérieur est important, et parce que la balise est fragile. » Je t'ai regardé et j'ai dit « Ça, fragile ?» Tu m'as regardé esquissant un sourire léger, et tu as dit « Oui, c'est fragile ». À cet instant-là, je me suis relevé, et j'ai regardé la mer. Je me suis mis à la proue du bateau, et tu m'as rejoint. Tu m'as demandé où est-ce qu'on allait. Et quand tu es arrivé, toi, Sean, quand tu es arrivé, tu as dit « Kenan, eh bien, on va au trou ». À cet instant-là, je me suis tourné vers toi, Sean, et tu as dit « Bon, on y va ». Quand tu as dit « Bon, on y va », j'ai su que c'était sérieux. On allait vraiment voir le trou.
Ce soir-là, une vieille dame nous attendait devant son magasin. Cette vieille dame nous attendait devant son magasin avec une enveloppe. Elle nous a simplement dit qu'il fallait confier cette enveloppe à Jess ou Jessie. On a regardé la vieille dame une dernière fois et on a dit Jessie. À ce moment-là, la vieille dame, pas sûre d'elle, nous a regardé et nous a dit oui, c'est ça, une certaine Jess ou Jessie. On est reparti avec l'enveloppe. Dans la voiture de Kenan, on est arrivé à l'hôtel. Jessie nous attendait juste au bord de l'hôtel, au bord de la porte, et on lui a donné l'enveloppe. Jessie nous a regardé et nous a dit « Est-ce que cette vieille dame ne vous a pas donné une autre enveloppe ?» On a regardé, et Kenan a pris les enveloppes qu'il avait en main, et il a dit « Non, on n'en a qu'une seule. » Jess nous a regardé, a pris la première. Quand elle a ouvert l'enveloppe, elle a dit « Ah bah c'est bon, c'est pas grave. » Je lui ai demandé si elle était déçue. Quand je lui ai demandé si elle était déçue, elle m'a regardé, elle a dit « Non, c'est juste que je pensais qu'il allait y en avoir deux. » Kenan, tu es monté dans la voiture et tu as pris la balise. Tu as pris la balise, elle était ouverte, et tu as dit qu'elle nous avait bien servi. J'ai vu que Jess avait tout de suite retrouvé le sourire. Il en fallait très peu à Jess pour qu'elle retrouve le sourire. À ce moment-là, j'ai vu que la lumière commençait à s'affiner. La lumière sur son visage qui éclairait ses yeux, son nez, et qui éclairait sa bouche. La lumière sur son visage qui éclairait ses yeux, son nez, sa bouche, certes, bref, entièrement son visage. Cette lumière commençait à disparaître. Au travers des arbres, elle disparaissait de plus en plus. Jess, elle, s'est assise par terre. La lumière a donc disparu. Assis contre la porte, je l'ai regardé. Assis contre la porte de l'hôtel, je l'ai regardé, et je voyais qu'elle fixait le pavillon. Elle fixait le pavillon de l'hôtel, elle fixait la chambre et une porte des chambres. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fixes comme ça ?» Elle m'a dit « Le pavillon de la porte. » Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'il y avait une personne qui allait peut-être rentrer par là, et qui allait peut-être lui donner une autre enveloppe. Kenan s'est assis à côté d'elle et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette enveloppe pour que tu la veuilles autant ?» Je me suis assis à côté de Kenan, et je l'ai bousculé en lui disant « Allez, franchement, dis pas ça. » Quand je lui ai dit de ne pas dire ça, quand je l'ai bousculé et que je lui ai dit « Allez, mais ça se dit pas ça », il m'a regardé avec un regard incertain. Mais laissant quand même un sourire, esquissant quand même un léger sourire, je l'ai regardé, et il a continué, il a posé les questions les plus indiscrètes. Quand il posait les questions les plus indiscrètes, j'avais l'impression qu'entre chaque question, il y avait un petit blanc qui laissait passer du vent, et qui laissait passer un sourire avec un silence. À cet instant-là, Jess a répondu que la femme qui devait passer la porte, c'était sa mère. Elle devait arriver avec des photos compromettantes pour une personne qui la suivait. À ce moment-là, Kenan a regardé Jess et lui a dit « C'est pour ça que tu es venu me parler? Parce que tu penses que je suis la personne qui te suit ?» Jess s'est reculée tout de suite et a dit « Non, 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 c'est pas ça. C'est pas parce que je pense que tu es la personne qui me suit. Justement, je suis venu vers toi. » Elle répondit alors justement « C'est parce que je suis venu vers toi, parce que je pensais que tu étais la personne la plus digne de confiance et la plus rassurante. » À cet instant-là, esquissant un petit sourire, je me suis mis à côté de Kenan. J'ai regardé Jess, et Jess m'a dit « Et toi ? Je pensais aussi vraiment que tu étais une personne digne de confiance. » Je suis alors rentré dans la voiture, j'ai ouvert la porte, et j'ai pris les clés. J'ai enlevé les clés du contact,
et j'ai regardé Conan. Conan a pris les clés, a mis la voiture en route, a embrassé légèrement sur la joue. Il a embrassé légèrement sur la joue Jess, et Jess nous a fait un signe de la main. Tous les deux par la fenêtre, on lui a dit « On espère te revoir bientôt, peut-être qu'un jour on viendra par ici ». Conan a ouvert la porte de la voiture une dernière fois, posant le pied par terre, mais restant assis sur le siège de la voiture. Il a dit « J'espère que ta mère va arriver. Nous, il faut qu'on parte, désolé. » On venait déjà de mettre les 2 planches de surf sur le dessus de la voiture de Conan. Lorsqu'il a démarré, sa mère est arrivée, et on a entendu la moitié de la discussion. Ce soir-là, à New York, posant les pieds sur la terre ferme, on a marché, durant des heures. Durant des heures, on a marché, et nous sommes arrivés à l'appartement. Je t'ai vu, toi, par terre, Conan. Tu m'as regardé, esquissant un sourire par-dessus ton épaule. Par-dessus ton épaule, avec ton t-shirt blanc déchiré, qui laisse transparaître et qui laisse apparaître ton épaule, qui laisse dans ton dos apparaître la moitié de tes omoplates et de ton dos. Tu m'as regardé, avec ce t-shirt blanc déchiré qui laisse apparaître la moitié de ton dos et qui laisse peut-être apparaître un peu tes épaules. Tu as esquissé un sourire au-dessus de ton épaule. Tu m'as regardé. Tu mettais les plans par terre, les cartes par terre. Tu regardais tout ce qu'on avait fait. Tu avais mis les photos que tu avais disposées par terre, l'une au-dessus de l'autre. L'une au-dessus de l'autre, tout autour des cartes, des plans. Tu regardais les photos de ce trou. Encore une fois, tu étais en train de faire un récap. Tu étais en train de récapituler tout ce qu'on avait fait. Moi, j'étais en train de nettoyer les planches de surf, pendant que toi, tu étais là, à regarder tout ça. Même pas 1 minute est passée avant qu'il ne fasse nuit. Avant qu'il ne fasse nuit, même pas 1 minute est passée. Je suis allé dans la cuisine. J'ai pris un mug et j'ai pris une tasse. J'ai pris une tasse simple, une toute petite pour moi. J'ai pris un grand mug bien profond. Le grand mug, bien grand et bien profond, je l'ai pris. Je te l'ai offert et je l'ai rempli, à ras-bord comme tu aimes. Je l'ai rempli à ras-bord d'un café noir comme tu aimes, bien profond et bien grand, je te l'ai donné, je l'ai posé à côté de toi. Quand je l'ai posé à côté de toi, presque sur l'une des photos qu'on avait développées, tu m'as regardé, tu as tiré la photo, l'une des photos qu'on avait développées, et tu m'as regardé, tu m'as dit « Non, pas là !» À cet instant, j'ai retiré le mug. Je me suis assis à côté de toi, j'ai croisé les jambes, j'ai pris ma petite tasse de café noir comme toi. J'ai bu, et je t'ai regardé. Poussant un petit cri d'effray, tu m'as regardé. Un petit cri d'effroi. Alors à cet instant-là, je t'ai vu et j'ai dit « Pourquoi est-ce que tu es effrayé ?» Tu as dit tout simplement que tu avais failli gâcher le plan qu'on avait mis au point ensemble. Et ce petit cri d'effroi, effrayé, tu m'as regardé. Et tous les plans qu'il y avait par terre, tu en prenais autant soin qu'une personne qui était en train de mettre en vitrine un mannequin, ou peut-être une personne qui était en train de mettre en vitrine tout simplement un cadre. Je te regardais avec une méticulosité incroyable. Avec une méticulosité incroyable dans l'appartement, tu étais en train de t'occuper des plans, des cartes. Tu étais en train de t'occuper des plans, des cartes. Tu étais en train de t'occuper des photos. Comme si une vendeuse de cadres était en train de mettre une photo dans un cadre. Un grand cadre A0 de 1 mètre sur 1 mètre, de 1 mètre carré. Et ce grand cadre de 1 mètre carré, c'est l'endroit que tu as choisi pour disposer toutes tes photos. Moi, à côté de toi, je n'étais rien d'autre qu'un spectateur. C'était presque comme si je n'étais pas là. Et ce petit cri d'effray que tu as posé, à ce moment-là,
je me suis mis à côté de toi, et ce petit cri d'effroi, d'effraie que tu as posé sur le sol, s'est effondré et n'est plus jamais revenu, posant ainsi une ambiance sombre et noire, tout aussi sombre que le fond du trou. Je t'ai regardé et je t'ai dit qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur. On mettra tous les plans et on mettra tous les plans, toutes les cartes et toutes les photos sous verre. On les appliquera dans une pièce vide et on viendra les voir tous les jours. Tu m'as regardé esquissant un sourire et tu m'as dit que c'était une bonne idée. À ce moment-là, je suis parti, vidant les 2 tasses de café dans l'évier. Et tu m'as regardé. Tu m'as dit merci. Je suis parti, dans le lit, et je me suis couché. Tu t'es mis à côté de moi et tu as fermé les yeux. New York s'est éteint lorsque nous nous sommes endormis, et que la pièce dans laquelle il y avait sous verre nos plans, nos cartes et nos photos, lorsque cette pièce était fermée à clé, que la clé était mise dans une armoire, et que la lumière au-dessus qui éclairait les photos était éteinte, New York s'est éteint aussi.